Nous sommes l'après-midi du 21 janvier 1958. Barbara Fugate remonte l'allée de sa maison d'enfance pour aller saluer sa famille et prendre de leurs nouvelles. Même si elle était maintenant mariée à seulement 18 ans, c'était ici qu'elle se sentait encore le plus en sécurité auprès de sa mère, de son beau-père et de ses deux petites sœurs. Cette journée-là, elle s'apprêtait à rentrer comme elle l'avait toujours fait lorsqu'elle remarque un mot collé sur la porte. Un simple message indiquant que la famille entière avait la grippe et qu'il ne valait mieux pas s'approcher. Barbara hésite un moment, mais finit par frapper quand même. Et c'est sa jeune sœur, Carol de 14 ans, qui va venir lui ouvrir la porte et plutôt que de l'accueillir avec le sourire, Carol semble inquiète, nerveuse et profondément troublée. Barbara la salue, puis lui demande si elle peut entrer à l'intérieur. Toutefois, Carol refuse, puis lui bloque l'entrée et lui demande de quitter d'un ton autoritaire. Elle ajoute que ce n'est pas le bon moment présentement et qu'elle devrait revenir plus tard, puis que si elle ne quittait pas sur le champ, que quelque chose de grave allait se produire. Évidemment, Barbara ne comprenait pas et donc elle tente de poser des questions, mais le regard de sa petite sœur était si sérieux qu'elle n'a pas osé insister davantage. Elle se contente donc de partir, inquiète, mais convaincue qu'il ne s'agissait que d'un malentendu. Sur le chemin du retour, elle essaie de penser à autre chose, mais elle n'y arrive pas. Et là, pour se rassurer, elle se promet de retourner voir sa famille dans les prochains jours et de se tenir informée. Par contre, ce qu'elle ignorait en rebroussant chemin, c'est qu'elle avait déjà vu sa famille pour la dernière fois. Aujourd'hui, je vous raconte la célèbre affaire ayant inspiré le film Natural Born Killer. C'est une affaire extrêmement complexe qui a longtemps divisé l'opinion publique et qui soulève encore aujourd'hui plusieurs questions. Comment une adolescente de 14 ans et un jeune homme de 19 ans ont-ils pu se plonger ensemble dans une spirale de violence qui marquera à jamais l'Amérique des années 50? Aujourd'hui, on fait le point ensemble. Bienvenue à Mockshot. Carol Fugate, elle est née le 31 juillet 1943 à Lincoln, dans le Nebraska. Et selon ce que j'ai lu, elle aurait passé une grande partie de son enfance enfermée dans un placard avec sa sœur aînée Barbara. Et là, pour ajouter au contexte de ce que je viens de dire, elles ont malheureusement grandi dans un environnement de violence à la maison avec un père alcoolique et violent. Et les deux sœurs se cachaient à l'intérieur du placard chaque fois que leur père rentrait ivre et qu'il avait des comportements violents devant elles et ou envers leur mère. Elles raconteront plus tard qu'elles se sont toutes les deux senties impuissantes toute leur vie, et ce jusqu'au jour où elles sont accidentellement tombées sur une scène d'horreur où leur père étranglait à mort leur mère. Et à l'époque, à peine âgées de 7 et 11 ans, en voyant de leurs propres yeux cette scène horrible et traumatisante, Carol et sa sœur seraient ensemble intervenues pour porter défense à leur mère. La jeune Barbara aurait d'abord attrapé un couteau et l'aurait brandi en l'air pour menacer leur père, tandis que Carol aurait saisi un marteau qui se trouvait à proximité. Cependant, vu la lourdeur du marteau, la petite Carol est tombée sur ses genoux et elle aurait par la suite frappé les orteils de son père de peine et de misère jusqu'à ce qu'ils finissent par relâcher leur mère, qui à ce stade-ci avait de la difficulté à respirer.
Et là, selon les spécialistes qui vont prendre part au dossier plus tard, ils vont dire que d'être témoin de ce genre d'abus à l'enfance, ça laisserait une marque durable chez un individu et que ça aurait eu certainement un impact crucial sur le développement de Caroline et sur son état mental. Et là, la dernière fois que les deux petites filles vont voir leur père, ça va remonter au mois de décembre 1951. Caroline, maintenant âgée de 8 ans, ce jour-là, elle et sa sœur venaient tout juste de terminer la décoration de leur tout premier sapin de Noël lorsque, pour aucune raison, leur père s'est soudainement mis à crier et à renverser tout sur son passage. Et là, dans un excès de colère, il ira même jusqu'à faire tomber l'arbre que venaient de décorer ses deux filles et d'un geste violent, il va faire claquer la porte avant de quitter la pièce en hurlant. Et là, quelques instants plus tard, Caroline, elle se souvient s'être précipitée à la fenêtre après avoir entendu la porte de la maison claquer. Et sous la lumière froide d'un lampadaire, il attendait ce qu'elle croyait à l'époque un taxi, sans un seul regard pour la maison qu'il s'apprêtait à abandonner. Et quand le véhicule est arrivé, une femme inconnue en est descendue pour finalement lui céder la place. Et ensemble, ils se sont éloignés dans la nuit et il n'est plus jamais revenu. Et ça, ce sera la dernière image qu'elle va avoir de son père et elle va s'en souvenir toute sa vie. Ce départ brusque du père ce jour-là va venir inévitablement bouleverser la situation financière de la famille. Velda, leur mère qui se retrouvait maintenant seule, mère monoparentale de 2 enfants, devait donc trouver une solution permanente pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc là, rapidement, elle va se trouver un emploi et quelques années plus tard, elle va se remarier avec un homme nommé Marion Bartlett. Et Marion, c'est un homme de cœur, un bon mari et surtout une bonne figure paternelle pour Caroline et Barbara qui n'avaient jamais connu cette quiétude auparavant. Et la maison où vivait la famille, elle était petite, mais convenait parfaitement aux besoins du couple et des 2 enfants. C'était une petite maison chaleureuse qui donnait espoir à Velda pour un avenir meilleur pour elle et ses filles. Elle voyait cette opportunité-là comme une deuxième chance et se sentait en sécurité dans cet environnement tranquille et chaleureux. Et ce sera dans cette maison que vont grandir les 2 jeunes filles. Et pour la première fois, elles connaissaient un foyer tranquille et bienveillant, comme je l'ai dit. Et là, il y a peu d'informations à son sujet, mais Marion Bartlett se montrait vraiment présent dans la vie de Barbara et de Caroline. En 1956, le couple va avoir leur premier enfant ensemble, donc une autre petite sœur du nom de Betty Jean. La famille menait un train de vie parfait, ils étaient heureux et rien ne laissait présager à ce moment-là qu'un drame allait se produire et bouleverser leur vie à jamais. À l'âge de 17 ans, Barbara, elle va accepter un premier rendez-vous avec un garçon du coin nommé Robert Starkweather. Leur relation va rapidement évoluer et ce sera par son intermédiaire que Caroline, sa petite sœur de 14 ans, va faire la connaissance du frère de Robert, donc Charles, qui était à ce moment-là âgé de 18 ans. Donc là, je tiens à le dire, c'est une différence d'âge qui est importante et à prendre en compte avec la suite des événements. La relation entre Barbara et Robert sera finalement éphémère. Cependant, on va plutôt s'attarder à la relation qui se bâtit entre Charles et Caroline. Et là, pour vous parler de lui un peu, Charles, c'était un jeune garçon de 18 ans, comme je l'ai mentionné. Il était beau, charmant et comme tous les adolescents de son âge, il avait aimé le film La fureur de vivre, un film qui met en lumière un adolescent rebelle, qui met en vedette aussi l'acteur légendaire James Dean. Et selon les sources, ça raconte que Charles s'identifiait beaucoup au personnage. Et rapidement, Charles va développer une obsession que je décrirais comme étant malsaine envers James Dean. Il va regarder ses films encore et encore en portant une attention presque obsessive aux moindres détails pour tenter de l'imiter.
Une partie de la ressemblance était génétique, mais évidemment, beaucoup était intentionnel aussi. Sa façon de parler, sa manière de fumer une cigarette, même la façon là, dont il place ses cheveux. Là, vous allez voir, là, je vais mettre des photos sur Instagram, mais la ressemblance est vraiment frappante. Et fait intéressant, on va découvrir au fil de l'histoire que son obsession envers James Dean était probablement alimentée par une mauvaise image qu'il avait de lui-même. Et là, on va faire plus ample connaissance avec lui parce que je considère que c'est vraiment important d'aller creuser un peu dans son enfance. Donc, Charles Starkweather est né à Lincoln, au Nebraska, le 24 novembre 1938. Et contrairement à Caroline et Barbara, qui ont grandi dans un contexte de violence conjugale, son frère et lui ont grandi dans une famille aimante, avec des parents qui accordaient une grande importance à l'éducation ainsi qu'aux valeurs traditionnelles de l'époque. Son père Guy est décrit comme un homme doux, travaillant et aux valeurs sociales morales, tandis que sa mère Hélène est perçue comme une mère dévouée et ayant à cœur le bien-être de sa famille. Toute sa vie, Guy va travailler comme charpentier-menuisier, un travail qui lui exige d'être en bonne forme. Mais malheureusement, plus les années passent, plus il se sent limité dans son travail en raison d'une polyarthrite rhumatoïde. Et ça, selon le site de Santé publique du Canada, parce que je ne savais pas c'était quoi. La polyarthrite rhumatoïde, ce serait une maladie articulaire chronique très courante et ce serait d'ailleurs l'une des causes principales d'invalidité dans le monde parce qu'il n'y a aucun remède qui existe pour cette maladie-là. Et à un certain point, en raison de la maladie qui lui permettait plus d'exercer sa carrière, c'est la mère de Charles, Hélène, qui devra prendre le relais pour assurer le revenu de la famille. Donc, elle va se trouver un emploi dans un restaurant comme serveuse et dans la communauté, là, la famille est vraiment perçue de façon positive. Là. Les parents sont travaillants. J'ai lu que Guy, à travers tout ça, il avait pris en charge les repas, le ménage. Fait que c'est comme si les rôles avaient été inversés. Et à travers tout ça, le couple était vraiment perçu comme étant une belle équipe. Ils s'entraidaient afin d'offrir le mieux à leurs enfants. Charles et son frère étaient d'ailleurs bien éduqués et à l'époque, ils jouissaient d'une bonne réputation. Et Charles va d'ailleurs affirmer au cours de sa vie ne garder que de bons souvenirs de son enfance à la maison. Il décrit ses parents comme étant aimants et chaleureux. Toutefois, à l'école, son discours va être différent parce que, en étant né avec une légère malformation des jambes ainsi qu'un trouble de l'élocution, Charles attire rapidement l'attention avec ses différences. Il devient l'enfant bizarre et rapidement, il devient une cible pour les autres qui se moquent régulièrement de lui, de son physique et de ses différences. Ses enseignantes le décrivent également comme étant un élève désintéressé et avec des difficultés d'apprentissage. Et ce ne sera que plus tard, donc à l'adolescence seulement, qu'on découvrira qu'il était en réalité atteint d'une myopie sévère qui affectait de façon considérable sa vision et par le fait même ses compétences scolaires. Et à travers tout ça, j'ai lu que la seule matière dans laquelle il se distinguait, c'était dans les cours d'éducation physique où est-ce qu'il était vraiment très bon. Et pour lui, le sport, ça va rapidement devenir un moyen de s'exprimer vis-à-vis ses collègues, camarades de classe qui se moquaient de lui. Parce qu'en effet, cette colère qu'il avait accumulée au cours des années, ça ressortait beaucoup dans le sport. Et rapidement, cette agressivité-là va s'être dirigée vers quiconque lui déplaisait. Il aimait ça se sentir supérieur, avoir un effet de domination sur autrui, et il cherchait beaucoup à se valoriser ainsi. Et là, un ancien camarade de Charles, Bob, va résumer plus tard sa personnalité en disant qu'il pouvait être extrêmement agréable à côtoyer, mais qu'il possédait aussi une part de cruauté cherchant à rabaisser toute personne qu'il percevait comme une compétition. Et ce sera d'ailleurs avec ce même camarade que Charles va développer à l'adolescence une fascination pour l'acteur James Dean et le film dont je vous ai parlé plus tôt. Et c'est donc à ce moment-là qu'il va adopter le même style vestimentaire que l'acteur, la même attitude et son image de rebelle.
Et à ce moment-là, sa manière de s'habiller lui donnait sans aucun doute l'allure assumée et imposante qu'il avait toujours recherchée. Et à travers tout ça, des gens qui l'ont connu vont dire que Charles affirmait reconnaître un certain reflet de lui-même à travers l'acteur. Quelqu'un de rejeté, incompris et différent. Et cette identification ne l'apaisait pas, au contraire, elle s'inscrivait dans un complexe d'infériorité qui malheureusement s'amplifierait au fil du temps. Il en vient à se comparer pour finalement se dévaloriser profondément, à croire qu'il est voué à l'échec et à la pauvreté. Et on le verra, mais peu à peu, cette vision négative de lui-même effacera ses repères moraux et l'isolera davantage jusqu'à le mener dans une véritable pente descendante. Et ce style confiant et rebelle, c'était précisément ce qui avait attiré l'attention de la jeune Caroline. Fascinée par l'aura de Charles, elle était en admiration devant lui. Elle s'intéressait aux voitures qu'il possédait, à son regard déterminé et à son attitude provocante. Et là, je tiens à le préciser, mais c'était pas ses voitures à lui, c'était les voitures à son père. Et on apprendra plus tard qu'elle partageait elle-même un certain goût pour la rébellion à l'époque, et c'est sans doute ce point commun qui les a inévitablement rapprochés. L'attirance était réciproque. Charles était complètement fou amoureux de Caroline, qui savait parfaitement flatter son ego et apaiser ses insécurités. Par exemple, Charles, qui mesurait environ 5 pieds 6, va confier plus tard que l'une des raisons pour lesquelles il se sentait bien en présence de Caroline, c'était parce que, contrairement aux filles de son âge, elle ne le faisait pas sentir petit. Pour la première fois, il se sentait véritablement vu et apprécié pour ce qu'il était, et tout ça, c'était grâce à elle. Elle ne se gênait pas de le complimenter et de lui dire ô combien elle l'aimait. Puis tu sais, à 14 ans, là, quand on aime pour vrai. Et donc, je m'imagine parfaitement une Caroline en amour par-dessus la tête avec un Charles qui, manifestement, recevait enfin l'attention et la valorisation qu'il cherchait depuis longtemps. Très vite, les deux vont devenir inséparables. Cependant, il faut savoir que la relation n'était pas approuvée des parents de Caroline, inquiets et soucieux de la différence d'âge et de l'influence qu'avait Charles sur leur fille encore adolescente. En effet, ils avaient remarqué chez lui un comportement autoritaire et des signes de contrôle dans la relation qui, inévitablement, influençaient le comportement et le jugement de Caroline. Leur inquiétude a d'ailleurs grandi lorsqu'ils vont apprendre que Charles ne se déplaçait jamais sans son arme à feu et qu'il avait même appris à Caroline à s'en servir. Lui disait que c'était par mesure préventive. Toutefois, permettez-moi d'en douter. Il lui avait également montré à lancer des couteaux sous prétexte de lui enseigner des mesures défensives. Et là, les parents, craignant d'intervenir par peur que leur fille se rebelle davantage, ils ont comme choisi de rester attentifs au comportement de Charles sans pour autant intervenir tout de suite. Ils observent donc de loin. Et là, au cours de sa vie, Caroline, elle va se confier sur la relation qu'elle a entretenue avec Charles et elle va avouer un jour que la première fois qu'il lui aurait tendu un pistolet, qu'elle raconte se souvenir d'avoir soulevé l'arme, d'abord avec hésitation, les mains tremblantes et terrifiées, mais que sous les encouragements de Charles et avec le désir de vouloir l'impressionner, qu'elle se souvient toutefois vaguement d'avoir pointé l'arme vers quelques bouteilles en verre au loin. Charles voulait qu'elle tire, chose qu'elle a fait, et ensuite, il voulait qu'elle réessaie encore et encore, mais selon ses dires, Caroline lui aurait redonné le pistolet immédiatement, craintive, et elle va dire que pour le reste de la journée, qu'elle s'était simplement contentée de le regarder s'entraîner, avec admiration, mais sans plus.
Charles, c'était un excellent tireur et visiblement, il voulait impressionner sa petite amie lui aussi. Et bien qu'elle n'aimait pas les armes, ben Caroline était impressionnée par le côté bad boy de son chum. Et là, pour vous aider à visualiser le personnage, là, non seulement c'était un tireur expert, mais il avait aussi l'attitude, le look et surtout, Charles était reconnu pour être celui qui était le plus téméraire du village. Il amenait souvent Caroline le voir jouer au jeu du chicken et ça, c'est un jeu qui consiste à ce que deux voitures foncent l'une vers l'autre pour voir lequel des conducteurs allait se désister en premier et changer de direction. Et là, bon, vous me voyez venir, de toute évidence, Charles gagnait toujours. Il n'avait peur de rien. Et tout ça, ça continuait d'impressionner la jeune adolescente. Mais cette attitude avait aussi un côté sombre et ceux qui le connaissaient très bien disaient que Charles était obsédé par la mort. Par exemple, quand il chassait, il ne se contentait pas juste de tuer, il continuait à tirer bien après que l'animal soit mort, puis il restait là à fixer le corps ensanglanté de l'animal avec fascination. Et là, petite parenthèse pour ceux qui ne le savent pas, mais ce type de comportement-là, ça a souvent été observé dans le parcours de certains tueurs en série. Et il y a plusieurs études en criminologie qui vont montrer que certains individus vont développer très tôt à l'enfance un intérêt morbide pour les animaux morts ou qui vont développer des comportements cruels envers les animaux à l'enfance. Et je considère que c'est pertinent de le mentionner parce que certains chercheurs établissent même un lien avec des traits parfois associés à la psychopathie, parce que la cruauté envers les animaux, ben, dans certains cas, ça peut être lié à un manque d'empathie, une absence de remords ou à des comportements violents. Évidemment, ça ne constitue pas un diagnostic en soi, mais c'est un élément que plusieurs spécialistes considèrent comme un signal d'alarme lorsqu'ils analysent le parcours de certains criminels violents ou tueurs en série. Et je tenais à le mentionner avant de poursuivre parce que, en se penchant sur le cas de Charles Starkweather, on observe effectivement plusieurs de ses traits, entre autres un énorme manque d'empathie, une absence de remords, un profond mépris pour les autres, ainsi qu'un sentiment de supériorité démesurée qui le poussera à manipuler les gens autour de lui pour satisfaire ses propres désirs. Cette cruauté envers les animaux était déjà inquiétante à l'époque, mais son comportement troublant ne s'arrêtait pas là. Il pensait à la mort constamment et ce jusqu'à la personnifier. Il disait que c'était une femme et selon lui, la mort avait une grosse poitrine, une tête pointue, mais n'avait aucun ligament ni cou. Il se confiait à Caroline de tout ça et disait que la femme lui rendait visite dans ses rêves ou qu'elle se tenait près de la fenêtre la nuit. Il racontait aussi qu'à cause de ces supposées visites, qu'il ne craignait pas de mourir. Il pensait que quoi qu'il y ait de l'autre côté, ne pouvait pas être pire que sa vie réelle. Et là, bien que ce genre de déclaration inquiétait Caroline, qui était en connaissance de cause de l'état de santé mentale fragile de Charles, celle-ci s'était toutefois donnée pour mission de l'aider à aller mieux. Douce et aimante, elle veillait toujours à lui dire combien elle l'aimait pour ce qu'elle considérait comme ses défauts, mais malgré tout l'amour qu'elle avait à lui offrir, l'état de Charles se détériorait rapidement. Dans les mêmes temps, une grosse altercation entre Charles et ses parents va avoir lieu. Un soir, alors qu'il apprend à Caroline à conduire, la jeune fille, stressée, on se rappelle, elle a 14 ans, et avec peu d'expérience, va perdre le contrôle du véhicule et la voiture se verra malheureusement accidentée. La voiture qui, en réalité, n'appartenait pas à Charles, mais plutôt à son père, celui-ci était furieux de constater l'ampleur des dégâts. Charles n'avait pas les moyens de rembourser une telle somme et, étant donné que la voiture était au nom de son père, ce sera donc son père qui devra assumer seul les coûteuses réparations et malheureusement,
Cet événement fut la goutte de trop pour Guy et Hélène, qui ne voulaient plus avoir à devoir réparer les erreurs de leur fils. Et là, pour vous mettre en contexte, sans rentrer dans les détails, j'ai lu au cours de mes recherches qu'à ce moment-là, Charles n'était pas juste agressif verbalement et physiquement avec ses camarades à l'école et les gens qu'il côtoyait. Là, c'était aussi avec ses parents, son frère. Donc, c'était vraiment comme une énergie qui était négative et les parents, je pense que c'était comme une accumulation de tout ça. Et à travers tout ça, les parents avaient pris la décision de le mettre à la porte, et ça dans l'optique qu'ils se débrouillent et prennent en maturité. Malheureusement, ils ne savaient pas que leur fils s'apprêtait à déraper autant. Le jeune homme va donc louer une chambre dans un bâtiment où habitait déjà son ami d'enfance Bob, qui entre-temps, lui, s'était marié avec la sœur de Caroline, Barbara. Et entre-temps, on va apprendre que Charles va se faire renvoyer de son emploi. Son ancien patron va dire plus tard d'ailleurs qu'il le considérait comme un employé difficile et peu fiable. Il s'absentait souvent, il était pas bon, là. Il va dire que c'est un employé inutile et stupide. Et on sait que par la suite, Charles va se trouver un nouvel emploi comme éboueur. Et ça, c'est un emploi qu'il va détester parce que c'est un emploi qui était mal rémunéré et son horaire de travail était vraiment instable. Et à ce moment-là de sa vie, il faut savoir que Charles était rongé par un profond sentiment d'infériorité. Son travail d'éboueur, qu'il jugeait humiliant et indigne, ne faisait qu'aggraver sa piètre estime personnelle. Parce que ramasser les ordures pour un salaire qu'il considérait très faible, pour lui, c'est une humiliation quotidienne, sachant qu'il est le premier à accorder une importance démesurée au regard des autres et aux différentes classes sociales. Parce que de se voir associé aux déchets qu'il transporte, ça le renvoie à une image qu'il abhorre, celle d'un homme sans valeur, rejeté et mépris par la société. Et là, peu à peu, cette vision du monde se transforme en une obsession malsaine, ce qui aggrave une fois de plus son état mental. Il en vient à croire qu'il appartient au même niveau que ceux qu'il dédaigne, ce qui renforce encore davantage ses frustrations et son ressentiment d'infériorité. Il se met à détester les gens qui ont réussi, ceux qui ont de l'argent, et peu à peu, il se met à idéaliser le fait de cambrioler, puis de tuer ces gens-là. Et ses pensées, désormais dominées par des réflexions de plus en plus morbides, prennent une tournure des plus inquiétantes. Charles en vient à affirmer que dans la mort, tous les êtres humains sont égaux. Et cette idéologie de la mort devient pour lui une justification tordue, une manière de se donner le rôle d'un justicier autoproclamé, capable de rétablir à sa façon une forme d'équilibre entre les puissants et les faibles. C'est vraiment tordu, là, ça va pas du tout. Ce sera le 1er décembre 1957 que Charles Starkweather va commettre son premier crime animé par le désir d'offrir un cadeau à sa petite amie. Quelques jours plus tôt, il avait repéré une peluche qu'il voulait lui offrir, mais une fois rendu à la station-service, lorsqu'il réalise qu'il n'avait pas assez d'argent, il va demander au commis, un jeune homme de 21 ans nommé Robert Calvert, s'il pouvait acheter l'objet à crédit. Donc, de payer en plusieurs versements ou de revenir payer la totalité une autre fois. Et devant son refus qu'il jugeait méprisant, Charles va quitter les lieux furieux. Une autre situation où il avait l'impression d'être rabaissé et cette nouvelle forme de rejet ne faisait qu'alimenter une fois de plus la colère et la frustration qu'il accumulait déjà depuis longtemps. Et là, quelques heures plus tard, aux alentours de 3 heures du matin, il va refaire acte de présence au même dépanneur, cette fois-ci armé de son fusil de chasse qu'il laisse d'abord dans sa voiture.
Il va entrer calmement dans la station-service. Il va d'abord acheter un paquet de cigarettes auprès du même commis. Là, je me doute que les cigarettes, c'était moins cher que le toutou puis qu'il y avait assez d'argent pour les cigarettes. Et là, à ce moment-là, il y avait d'autres clients au dépanneur. Donc, il va repartir, faire un tour dans le quartier avant de revenir un peu plus tard, la station-service, désormais vide de clients. À ce moment-là, il entre de nouveau dans le même dépanneur, il va acheter un paquet de gomme et va ressortir encore une fois. Mais quelques minutes plus tard, il va se stationner un peu plus loin. Il va enfiler un chapeau et un bandeau pour cacher son visage. Il va prendre son arme et retourner dans la station-service, cette fois-ci pour la dernière fois. Sous la menace du fusil, il va forcer Robert Culvert à lui remettre l'argent de la caisse et, complètement paniqué, celui-ci va s'exécuter. Et Charles va ensuite le forcer à le suivre dehors pour l'aider à transporter l'argent jusqu'à sa voiture. Et là, lorsqu'ils arrivent au véhicule, Charles va l'obliger à embarquer côté passager. Et les deux vont conduire un moment et une fois dans un endroit isolé, Charles va lui ordonner de descendre immédiatement de la voiture. Le jeune homme, terrorisé mais désespéré, tente alors de désarmer son agresseur. Et là, il y a une lutte qui va s'engager entre les deux, mais rapidement, Charles va reprendre le dessus et il va appuyer sur la détente. La balle atteint directement Robert à la tête, le tuant sur le coup. Et rapidement, Charles va ensuite quitter les lieux, laissant derrière lui le corps sans vie de sa victime, gisant dans une mare de sang. Et là, lorsqu'il va rentrer chez lui, Charles va décider de raconter à Carol Ann les récents événements. Mais bon, évidemment, il ne lui dit pas toute la vérité, là, comme il sait si bien le faire. Il va déformer l'histoire pour se présenter sous un jour plus favorable. Il affirme que ce n'est pas lui qui a tué le caissier, mais bien un autre homme et va exagérer considérablement la somme d'argent qu'il a volée. Parce que, évidemment, c'est pas lui qui a tué le gars, mais c'est lui qui part avec l'argent. Là. Ça fait vraiment aucun sens. Et là, bon, les sources ne précisent malheureusement pas si Carol Ann a cru à son récit ce soir-là, mais selon mon analyse et mes connaissances de l'histoire, je juge que c'est très plausible, selon moi, qu'elle ait été naïve, voire manipulée, là, étant donné son jeune âge par rapport à Charles. Et je tiens à le mentionner, je vais essayer de rester neutre, là, mais c'est plutôt difficile pour moi, étant donné qu'on parle d'une jeune fille de 14 ans et d'un gars qui, au moment des faits, a 18-19 ans. Et à cet âge-là, la différence d'âge est importante et crée inévitablement un déséquilibre dans la relation, là, notamment en termes de maturité, d'expérience et d'influence. Et je tiens à le dire, même si on va y revenir en temps et lieu. Et là, pour revenir à l'histoire, ce premier meurtre va sans aucun doute donner un véritable sentiment de puissance et d'euphorie à Charles. Pour la première fois, tout semblait s'aligner selon ses désirs. Il avait une partenaire qu'il admirait, de l'argent à portée de main et surtout, il venait de franchir une limite ultime, soit de commettre un meurtre et ce, sans s'être fait arrêter. Et cette combinaison enivra Charles, qui se sentait alors invincible au-dessus des règles et au-delà de toute hiérarchie. Chaque battement de son cœur semblait lui murmurer qu'il pouvait aller encore plus loin dans cette liberté effrénée et complètement dangereuse. Et ce serait effectivement là, à partir d'ici qu'on soupçonne que la relation entre Charles et Carol Ann commence à battre de l'aile. En effet, elle se sentait de plus en plus impuissante là, vis-à-vis de l'état de Charles, qui ne faisait que se détériorer. Carol Ann affirmait se sentir pilée sur des œufs de plus en plus avec Charles, qui était de plus en plus jaloux et contrôlant vis-à-vis de sa partenaire.
Le 21 janvier 1958, donc près de 2 mois après son premier meurtre, Charles se retrouve encore une fois à court d'argent et il replonge dans une situation précaire. Dans les mêmes moments, il va se faire expulser de la chambre où il logeait parce qu'il ne payait plus son loyer. Et là, n'ayant plus d'endroit où habiter, il va donc choisir de se rendre au domicile familial de Carol Ann. Et à ce moment-là, il faut savoir que Barbara venait tout juste de déménager avec son mari Bob, qui, on se souvient, est l'un des bons amis de Charles. Donc, elle habitait plus au domicile familial. Et là, on apprendra plus tard qu'à ce moment-là, la jeune Carol Ann de 14 ans avait déjà tenté de rompre avec Charles quelques semaines auparavant. Elle racontera plus tard que son comportement s'était considérablement assombri, que sa jalousie était devenue excessive. Entre autres, il l'accusait de l'avoir trompée, de lui avoir menti. Et un jour, il est même allé jusqu'à affirmer aux parents de Carol Ann qu'elle était enceinte, ce qui fut pour elle la goutte de trop. Elle aurait alors supplié ses parents de ne pas le croire et les aurait avertis qu'elle mettrait un terme à cette relation. Et lorsque Carol Ann aurait enfin eu le courage de lui annoncer sa décision, Charles aurait refusé catégoriquement la rupture. Il va plutôt lui demander si ce choix vient réellement d'elle ou si ses parents l'avaient influencée sur la décision. Et là, en lui confirmant qu'elle souhaitait vraiment le quitter, qu'il s'agissait de sa propre décision, Charles aurait alors réagi en ayant une crise de larmes au milieu du salon où il se montrait dévasté et complètement anéanti. Et là, on en a déjà discuté dans d'autres épisodes, mais la rupture, c'est une perte de contrôle chez les conjoints violents. Et cette non-acceptation de la rupture de la part de Charles témoigne donc ici d'un comportement contrôlant. Et je le mentionne, donc gardez ça en tête. Et là, par rapport à ça, les sources ne permettent pas de savoir comment la conversation s'est terminée ou malheureusement à quelle conclusion ça a amené, mais tout laisse croire que Charles n'aurait jamais accepté la séparation, ce qui expliquerait en partie sa présence au domicile de la famille ce jour-là. Je vous raconte. Donc, le 21 janvier 1958, lorsqu'il se rend au domicile de la famille de Carol Ann, fidèle à ses habitudes, il va prendre soin d'emporter avec lui son fusil de chasse. Il va affirmer plus tard que sa visite avait simplement pour but de proposer à son beau-père une sortie de chasse afin d'apaiser les tensions et de faire plus ample connaissance. Mais on peut toutefois supposer que la véritable raison de sa venue, c'était plutôt l'absence de toit et l'espoir d'être accueilli au sein de la famille Bartlett. On se souvient, Charles, c'est un fin manipulateur. Et là, je tiens à vous avertir, là, parce que la suite des événements reste incertaine parce que ça repose principalement sur les dires de Charles qui sont souvent incohérents là, et construits selon sa propre version des faits, là, si on veut, là, et malheureusement, ce sera la seule version sur laquelle l'enquête devra se baser. Donc, selon les déclarations de Charles qui auront lieu plus tard, lors de son arrivée au domicile, il affirme s'être rendu d'abord dans la cuisine où il est tombé face à face avec Velda, la mère de Carol Ann qui, elle, ne s'attendait pas du tout à voir Charles dans sa maison. Il aurait alors demandé à parler à son beau-père et c'est à ce moment-là qu'une dispute aurait éclaté entre les deux. En tant que mère, elle avait certainement tenté d'imposer ses limites, cherchant à protéger sa fille dans cette relation malsaine. Lui avait-elle simplement dit qu'il n'était plus son beau-père, étant donné que Carol Ann avait rompu? Eh bien, on le saura malheureusement jamais. Marion, de son côté, serait intervenue à ce moment-là, puisque de l'étage, il avait entendu le vacarme en provenance de la cuisine. Et rapidement, il décide de prendre part à la conversation, mais à la grande surprise de Charles, leur discussion s'est rapidement conclue parce que, pour les parents, le sujet était clos. Charles devait partir et accepter la séparation
Fin de la discussion. Charles prétend alors être parti à ce moment-là pour reprendre ses esprits et apaiser les tensions qu'il venait de causer malgré lui. Et il dit qu'à son retour, parce que oui, il y est retourné, que contrairement à ses attentes, l'altercation aurait dégénéré au moment où les parents de Caroline seraient devenus physiquement violents à son égard en allant jusqu'à le pousser en dehors de la maison. Selon Charles, il voulait simplement reprendre la discussion et affirme que c'est malgré lui que la situation a rapidement basculé dans une telle violence. Il affirme que Marion s'est approché de lui, furieux, et que celui-ci s'était muni d'un marteau. Et là, Charles raconte que dans une panique mêlée à de la peur et de la colère, il aurait tiré sur lui en plein visage, simplement pour se défendre. Puis, toujours selon sa version à lui, il explique qu'il se serait retourné vers Velda, qui, dans le chaos et la terreur de la scène, se serait saisi d'un couteau pour se défendre. Il prétendra ensuite l'avoir touchée elle aussi en plein visage, mais encore seulement de manière défensive, et Velda Bartlett va décéder sur le coup. Charles racontera plus tard ensuite de façon décousue qu'il aurait perdu le contrôle et sans jamais pouvoir expliquer clairement ce qui l'a poussé à faire ça, Charles serait alors monté à l'étage et aurait également assassiné la petite Betty Jean, âgée de seulement 2 ans à ce moment-là. C'est horrible. Et selon ses dires, il aurait récupéré le couteau que Velda avait tenté d'utiliser contre lui et dans un état de colère extrême et d'impuissance, il lui aurait lancé le couteau qui aurait pénétré sauvagement son cou. Les pleurs auraient ensuite cessé, ce qui a apaisé Charles enfin. Et honnêtement, là, tout ça, là, ça dépasse toute compréhension, là. C'est horrible et d'une tristesse écrasante. Il raconte ensuite qu'il a entendu le beau-père de Caroline se languir de douleur en bas et en constatant qu'il n'était pas mort, Charles serait allé retirer le couteau du cou de l'enfant pour ensuite aller poignarder violemment Marion Bartlett, lui aussi au cou. Et là, ça c'est vraiment dégueulasse, là, mais en tout cas, tout ça c'était dégueulasse, mais elle décrira plus tard avec précision aux enquêteurs comment le couteau résistant à la chair l'avait obligé à exercer toute sa force pour achever sa victime. C'est vraiment dégueulasse. La maison, maintenant dans le silence le plus total, on soupçonne que Charles aurait attendu sagement Caroline, qui, selon les rapports de l'école, confirme sa présence en classe au moment des faits. Et là, tel que je vous l'ai dit, la version des événements telle qu'elle est rapportée par Charles reste à ce jour nébuleuse et n'a jamais pu être confirmée à 100%. Cependant, il s'agit toutefois de la version officielle dans l'enquête et la police, de son côté, n'a jamais été pleinement convaincue de sa véracité. Il est fort probable qu'il ait enjolivé ou modifié certains détails afin de se présenter sous un jour plus favorable et ainsi minimiser sa responsabilité dans les crimes atroces qu'il a commis. Alors qu'il relate sa version aux enquêteurs, Charles raconte les événements d'un ton détaché, neutre et dépourvu de toute émotion. Il ne manifeste ni culpabilité, ni remords, ni aucune empathie. Il soutiendra plus tard que Caroline aurait participé au meurtre de sa famille. Pourtant, comme je l'ai dit, les registres scolaires démontrent qu'elle était en classe au moment des meurtres, ce qui contredit directement sa version. Ce que l'on soupçonne cependant, c'est sa complicité à dissimuler les corps meurtris de sa mère, de son beau-père et de sa petite sœur âgée de seulement 2 ans. Selon les rapports, les enquêteurs de police soupçonnent que Caroline aurait également possiblement aidé Charles à nettoyer la scène de crime, aider à effacer les preuves, etc. Et honnêtement, je pense que ça se peut
Parce qu'un cadavre, c'est très lourd et je doute que Charles aurait eu le temps et les capacités surtout là, de tout remettre en ordre et de déplacer les corps par lui-même. On sait que les jours suivant le drame, que les deux ont continué de vivre dans la maison, alors que les corps en décomposition de la famille étaient abandonnés à l'extérieur dans le poulailler. Et pendant ces jours-là, ils ont mangé des chips, ils ont bu de la bière, fumé des cigarettes. Genre, c'est vraiment insensible, là. Et pendant la semaine qui a suivi les meurtres, pour éviter de piquer la curiosité de la part des proches ou des voisins, le couple avait pris soin de laisser un mot soigneusement écrit par Caroline sur la porte d'entrée sur lequel il était inscrit « Nous sommes tous malades, s'il vous plaît, restez éloignés ». Et Caroline fut également chargée d'ouvrir la porte lorsque des amis ou des collègues inquiets venaient sonner, comme ce fut le cas avec sa sœur Barbara, comme je l'ai raconté en début d'épisode. À chaque visite, elle parvenait à inventer des excuses pour justifier que la famille n'était pas disponible, entre autres qu'ils étaient malades, très contagieux et dans l'impossibilité de répondre, soit parce qu'ils dormaient ou parce que leur état ne leur permettait pas de bouger. Et au bout de 7 jours sans nouvelles, Pansy Fugate, la grand-mère de Caroline, va décider de se rendre elle-même au domicile familial, rongée par l'inquiétude et les soupçons. Le silence prolongé de sa fille, de son gendre et de sa petite-fille Betty Jean lui paraissait anormal et presque sinistre. En arrivant sur place, quelque chose la trouble immédiatement lorsque la maison est calme, beaucoup trop calme, parce que rien ne bouge derrière les rideaux tirés, aucun bruit, aucun rien. Pansy frappe à la porte et c'est Caroline qui va venir lui ouvrir. Caroline qui vit dans la maison et qui, malgré la contagion, elle, semble en pleine forme. Pansy, sa grand-mère, insiste pour entrer, propose son aide et tente de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur. Il faut savoir que la maison, habituellement, elle est vraiment vivante et que là, en ce moment, c'est le silence complet. Donc, c'est quand même en contraste avec l'ambiance habituelle de la maison. Mais Caroline, visiblement bouleversée, la supplie de repartir. Elle lui dit que tout va bien, qu'il vaut mieux ne pas s'en mêler et que sa présence risquerait d'empirer les choses. Et face à la détresse de sa petite fille, Pansy finit à contre-cœur par obéir, puis elle finit par quitter les lieux. Mais ce que Caroline et Charles ignorent à ce moment-là, c'est que Pansy, profondément troublée, elle ne peut pas se résoudre à croire à une histoire aussi absurde. Son pressentiment est trop fort et son inquiétude pour sa petite fille, seule et vulnérable en présence de Charles dans une maison silencieuse, la pousse à agir. Aussitôt rentrée chez elle, elle va décider donc d'appeler la police, convaincue que quelque chose de grave s'était produit au domicile de sa fille et qu'il fallait intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'ils arrivent sur place, les policiers découvrent une maison étrangement calme, vide et parfaitement en ordre. Les portes étaient barrées et donc il n'y avait absolument rien qui laissait présager l'horreur qui s'y était déroulée. Ils vont donc inspecter les lieux brièvement, puis ne trouvant ni Caroline, ni Charles, ni la famille Bartlett, ils vont décider de repartir convaincus qu'il n'y avait rien d'inquiétant à signaler. Cependant, c'est pas seulement Pansy qui s'inquiétait à ce moment-là. Barbara, qui elle aussi s'était rendue au domicile plus tôt, était inquiète également et elle décide donc d'en parler avec Bob, son conjoint, qui lui va décider de prendre action. Un pressentiment tenace le pousse à se rendre lui-même sur les lieux pour confronter son ami Charles. Et en entrant dans la maison, parce que je crois que Barbara avait les clés, il sent immédiatement que quelque chose cloche. Il fouille chaque recoin, ouvre les tiroirs, les placards, inspecte les pièces une à une, mais il ne trouve absolument rien. Pas même Caroline et pas la moindre trace de son ami Charles. Inquiet, il refuse d'arrêter de chercher et sort à l'extérieur pour poursuivre ses recherches. Il se dirige finalement vers le poulailler et c'est là, au milieu de ce décor banal, dans le froid glacial de l'hiver, qu'il fera l'horrible et traumatisante découverte des corps sans vie de Velda, Marianne et Betty Jean
à peine dissimulée dans la paille. La scène est insoutenable. Bob s'effondre presque, submergé par l'incrédulité et la douleur qu'il ressent en sympathie pour sa femme. Évidemment, son premier réflexe était de s'inquiéter pour Carol Ann, qui était possiblement seule aux côtés d'un homme dangereux et capable d'un tel crime. Sous le choc, il signale les meurtres de la famille Bartlett aux policiers et ce sera également Bob qui annoncera à Barbara que sa petite sœur Carol Ann était introuvable et que sa famille avait été assassinée. Pansy sera également mise au courant et évidemment, elles étaient toutes les deux inconsolables. Pendant ce temps, Charles et Carol Ann étaient déjà bien loin, introuvables, puisqu'ils s'étaient enfuis. Et on se souvient, là, à ce moment-là, ils n'ont plus aucun domicile et à peine quelques cents pour manger, se loger, gazer, etc. Donc, inévitablement, ils devront bientôt trouver une solution pour remédier à la situation. Ils roulent donc vers la maison d'un vieil ami de la famille Starkweather qui s'appelle August Meyer, un fermier âgé de 72 ans chez qui ils espèrent trouver un refuge pour la nuit. Et là, fait intéressant, Charles lui-même n'arrivera pas à verbaliser plus tard ce qui l'a poussé à commettre ce que je m'apprête à vous dire. À peine arrivé, une colère noire se serait emparée de lui et ce serait dans un excès de rage qu'il n'arrive lui-même pas à expliquer qu'il aurait sorti son arme à feu et qu'il aurait tiré sur l'homme ainsi que sur son chien sans la moindre hésitation. Et ce sera donc dans cette violence non fondée que va s'effondrer au sol August Meyer avant de succomber à ses blessures. Et le chien va également mourir lui aussi. C'est super triste. Et ce meurtre froid et insensé marquera un tournant chez Charles et encore une fois ne fait qu'alimenter son désir de vouloir tuer. Selon les rapports de police basés sur la version que l'on connaît, Charles et Carol Ann auraient ensuite traîné le corps sans vie du vieil homme pour le dissimuler en quelque part près de la ferme. Puis, comme si de rien n'était, ils vont ensemble s'installer à l'intérieur du domicile d'Auguste. Ils vont y passer la nuit, ils vont se servir à manger, voler de l'argent et les armes du fermier. Là, ils font vraiment comme s'ils étaient chez eux. Et encore une fois, c'est super insensible en sachant tout ce qui s'était produit juste avant. Et le lendemain matin, au moment de quitter les lieux, leur voiture va s'embourber sur le chemin, ce qui va les empêcher de partir comme ils le souhaitaient. Et là, incapables de se dégager, ils abandonnent le véhicule et vont poursuivre leur route à pied en espérant qu'un bon Samaritain leur vienne en aide. Et là, donc, ils vont faire du pouce et c'est justement de cette façon que Charles et Carol Ann vont croiser la route du jeune couple composé de Robert William Jensen, âgé de 17 ans, et de sa petite amie Carol King, de 16 ans. Ce soir-là, Charles et Carol Ann vont monter à bord de la voiture du jeune couple après que ceux-ci aient accepté de leur offrir un lift. Le couple ayant environ les mêmes âges qu'eux, Robert et Carol, ne pouvaient pas se douter un seul instant du danger qu'ils s'apprêtaient à accueillir. Et à peine installé sur la banquette arrière, Charles va sortir son arme à feu et le pointer vers eux. Et la situation escalade rapidement lorsque, sous la menace, il ordonne à Robert de les conduire jusqu'à une école abandonnée qui se trouve pas très loin. Et sous la peur et les menaces, Robert se soumet aux exigences de Charles. Lorsqu'ils arrivent à destination, Charles pousse le jeune couple à descendre de la voiture. Il leur ordonne de descendre et, terrorisé, le jeune couple s'exécute. Puis sans un mot et encore une fois sans la moindre hésitation, il tire 6 fois dans la nuque et dans la tête de Robert, qui s'effondre aussitôt. Carol, dans un élan de peur et de courage, tente désespérément de s'enfuir, mais elle sera rapidement rattrapée et malheureusement assassinée à son tour. Et là, un détail particulièrement troublant que j'ai pas trouvé dans toutes les sources, mais je tiens quand même à le mentionner parce que certaines en faisaient mention, c'est que selon ces sources-là, le meurtre de Carol King aurait possiblement été commis par Carol Ann.
On n'a malheureusement aucune preuve formelle de ça, mais certains experts qui ont étudié l'affaire vont avancer l'hypothèse que Carol Ann aurait pu agir par jalousie parce que Carole King lui ressemblait physiquement et que, selon ce qu'on sait, Charles aurait possiblement démontré une certaine attirance envers elle. Et toujours selon cette même théorie, pendant que Charles tirait sur Robert, il aurait demandé à Carol Ann de surveiller Carole King pour pas qu'elle ne s'enfuisse. Et ce serait à ce moment-là, dans un élan de jalousie, qu'elle aurait déshabillé Carole King avant de la poignarder dans les parties génitales, donc dans la région du vagin. Et comme je vous dis, c'est très nébuleux, là. On ne sait pas si ce meurtre-là a réellement été commis par Carol Ann. Lui va admettre que c'est elle. Elle va dire que c'est lui. Toutefois, certains experts avancent que ce serait plus probable que ce soit Carol Ann, notamment parce qu'ils associent l'aspect de la jalousie à ce type de violence dirigée vers une autre femme et que de poignarder violemment dans les parties génitales, ce serait un geste plus souvent observé dans des crimes commis par des femmes et qui peut être considéré par plusieurs comme étant une agression sexuelle. Ils ajoutent aussi que c'est pas dans le modus operandi de Charles Starkweather d'utiliser un couteau, puisqu'il utilisait généralement son fusil de chasse. Par contre, j'aimerais ça apporter une nuance là, parce qu'on se souvient, Charles a tout de même poignardé la petite sœur de Carol Ann ainsi que Marion Bartlett pour les achever. Donc oui, il avait tendance à utiliser son fusil, mais c'est pas vrai de dire qu'il avait jamais utilisé un couteau pour tuer ses victimes. Au final, c'est très difficile de savoir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Et c'est possible qu'on le sache jamais, malheureusement. Mais je trouvais ça important de le mentionner, cette hypothèse-là, surtout parce que, on va s'en reparler plus tard, mais lors de son arrestation et de son procès, Carol Ann va se présenter comme étant une victime. Et comme je le dis, on va y revenir plus tard, là, parce que honnêtement, je sais vraiment pas où me situer dans cette histoire-là. C'est une histoire qui me fascine énormément, notamment pour ça. Là, j'arrive pas à me situer dans l'implication de Carol Ann et je trouve ça vraiment, vraiment fascinant, si c'est le bon mot, là. Après avoir commis ces deux meurtres-là, Charles et Carol Ann se seraient ensuite déplacés à bord du véhicule de Robert et Carol parce que le leur, on se souvient, ils n'avaient plus d'essence et qu'ils n'avaient pas d'argent, of course, pour aller le remplir. Donc, c'était évidemment plus facile de tuer des gens puis de voler leur voiture, tout le monde sait ça. Nous sommes maintenant le 30 janvier 1958, soit 9 jours après les meurtres de la famille de Carol Ann, et 2 jours se sont écoulés depuis le début de leur cavale. Et là, contre toute logique, Charles et Carol Ann vont choisir de retourner au domicile familial de Carol Ann, alors même que la police les recherche activement et que leur visage commence à circuler partout. Et ce retour, c'est un risque insensé, presque suicidaire, parce qu'il est dicté autant par l'arrogance de Charles que par cette illusion tenace qu'ils peuvent encore reprendre le contrôle de la situation. Et pendant ce temps, Barbara, la sœur aînée de Carol Ann, vit dans une angoisse insupportable. Elle est persuadée que sa petite sœur est tombée sous l'emprise d'un homme instable, violent et de toute évidence capable du pire. Plus les jours passent, plus la peur s'immisce dans son esprit, elle qui ne sait même pas si sa petite sœur est encore en vie. En arrivant près du quartier familial, Charles et Carol Ann vont s'assurer de passer subtilement devant le domicile afin de s'assurer qu'il était maintenant sécuritaire d'y retourner. Mais à la vue de plusieurs voitures de police stationnées tout autour de la résidence, ils comprennent immédiatement que les corps ont été découverts et que le retour est impossible. Et honnêtement, je ne sais pas à quoi ils s'attendaient, là. Et sans dire un mot, ils vont faire demi-tour et vont se diriger vers un quartier de riches situé à Lincoln, où est-ce qu'ils vont passer la nuit dans la voiture dissimulée dans le noir.
Et aux toutes premières heures du matin suivant, Charles et Caroline iront frapper à la porte d'une grande demeure qui appartenait à Lower Ward, un homme d'affaires influent et respecté dans la région. Charles connaissait bien le voisinage grâce à son ancien travail de vidangeur et ce matin-là, lorsqu'il cogne à la porte du domicile, c'est la bonne de la maison qui vient lui ouvrir. En un instant, Charles va braquer son arme sur elle et il va la forcer à les laisser entrer. À l'intérieur de la maison se trouvait également Clara Ward, donc l'épouse de Lower Ward. Et à peine arrivé, Charles va pointer son arme sur les deux femmes, leur ordonnant immédiatement de leur préparer un repas et exigeant aussi que les deux femmes les traitent comme des rois. Pour Charles, cette situation où il exerce une domination totale sur un foyer riche devient une véritable jubilation. Le renversement des rôles, où ceux qu'il percevait comme socialement supérieurs et qui se soumettent à lui maintenant, déclenche chez lui une sensation de contrôle et de supériorité sans précédent. Et ça, inévitablement, ça venait alimenter un sentiment qui l'encourageait à explorer encore plus profondément ses tendances violentes et obsessionnelles. Et alors que pendant ce temps, la peur, la soumission et le silence régnaient dans la maison, Clara, enfermée dans son propre domicile, devient alors prisonnière d'un prédateur qui semble n'avoir plus rien à perdre. Charles, lui, semble vouloir réaliser ses plus grands désirs et ce doit être terrifiant de se retrouver en présence d'un individu comme ça. En début d'après-midi de cette journée-là, Charles décide de commettre l'irréparable une fois de plus. Il va poignarder violemment Clara Ward et évidemment, il va se déculpabiliser en affirmant qu'elle avait tenté de s'emparer d'un revolver pour le neutraliser et qu'il avait donc agi par mesure défensive. Et honnêtement, là, même si c'était vrai, il s'est quand même introduit chez elle, donc elle peut bien se défendre, là, entre vous et moi. Là. Et Lillian Finkel, la bonne, elle, pour sa part, elle va être retrouvée attachée au lit et poignardée à de nombreuses reprises. Et il reste incertain si ces actes ont été commis par Charles ou par Caroline, ou s'ils ont été commis par les deux ensemble, mais on sait que juste avant sa mort, elle les aurait suppliés de ne pas la tuer, affirmant qu'elle était comme eux, qu'elle tentait de survivre avec un simple petit emploi, qu'elle n'était pas riche, au contraire, et qu'elle ne méritait pas de mourir. Et là, de la façon que je le raconte, là, j'insiste peut-être un peu plus sur la présence de Charles dans les meurtres, mais je tiens à rappeler que, selon mes recherches, Caroline aurait assisté et participé à quelques-uns d'entre eux. Et je la mentionne peut-être un peu moins parce que, bon, elle est mineure et que je considère qu'elle est sous l'emprise d'un jeune adulte complètement violent, contrôlant et manipulateur. Mais aucune preuve ne permet de confirmer son innocence. Et donc, je tenais à le mentionner, là, et vous vous ferez une propre opinion vous-même. Et cette question, elle va d'ailleurs rester longtemps en suspens, à savoir si Caroline a participé volontairement aux violences ou par peur de l'emprise que Charles exerçait sur elle. Et ce point-là, ça va faire l'objet de plusieurs débats et d'analyses par les spécialistes pendant plusieurs années. Et on va y revenir plus tard. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Et d'ailleurs, je l'ai dit tantôt, mais je sais moi-même pas où me situer. Je me sens vraiment partagée. À certains moments, je la trouve innocente et à d'autres, je suis d'accord et d'avis avec les professionnels et les experts. Donc, ça reste un dossier assez complexe et je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est les dossiers que je préfère. Donc, bref, on y revient. Et là, pour retourner où est-ce qu'on en était, on se souvient, on est au domicile des Ward et Clara et la bonne, la femme de ménage, viennent de se faire assassiner. Et pendant ce temps, avant le retour de M. Ward, Charles va décider également de tuer le chien familial, mais cette fois-ci en lui brisant le cou. Et vers la fin d'après-midi,
Le journal quotidien va être déposé devant la porte de la maison où se logent présentement Charles et Caroline. Et selon ce que j'ai lu, Charles aurait ressenti une euphorie intense en réalisant que Caroline et lui sont désormais activement recherchés par la police. Et elle confiera plus tard, lors de son témoignage, qu'à ce moment-là, Charles était complètement excité à l'idée de devenir célèbre et d'avoir son visage en première page des journaux. Et quelques heures plus tard, en soirée, lorsque le propriétaire de la maison et conjoint de Clara, Lower Ward, va revenir du travail, ce sera dans un silence presque total que Charles Starkweather, caché en haut des escaliers, va l'attendre avant de l'abattre d'une balle en pleine tête. Et ce soir-là, bon, vous me voyez venir, Charles et Caroline vont prendre la voiture du couple et vont prendre soin de remplir le véhicule d'objets de valeur appartenant à la famille, donc de l'argent, des bijoux, des effets personnels de valeur, afin de se constituer un petit butin qui, selon la logique de Charles, permettait de financer le crime qu'ils venaient de commettre. Ils auraient ensuite tenté une fois de plus de repasser devant la maison familiale de Caroline, soit où le meurtre de ses parents et de sa sœur avait eu lieu. C'est à croire là, qu'ils cherchaient encore à nourrir ce fantasme tordu de croire qu'il était comme plus puissant que la police, mais cette fois-ci, plus que jamais, la réalité les frappe parce que la maison est toujours sous haute surveillance. Il y a des policiers partout devant qui sont prêts à intervenir et surpris, ils n'insistent pas et vont faire demi-tour, conscients qu'ils venaient tout juste de frôler la catastrophe. Mais ils ont quand même fait ça après avoir vu dans les journaux qu'ils étaient recherchés à travers le pays. Fait que ça fait aucun sens. Et c'est alors dans un élan désespéré que Charles va prendre une décision radicale, soit de quitter le Nebraska et de fuir l'État. C'était enfin le moment pour lui de tenter le tout pour le tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, tous les policiers du Nebraska étaient déjà en état d'alerte maximale et mobilisés pour traquer les deux fugitifs. Et il y avait des barrages routiers qui avaient été installés un peu partout là, à travers l'État. Et tout ça, ça avait été mis en place afin d'empêcher toute tentative de fuite. Charles et Caroline se promenaient à bord d'une Packard noire. Et ça, c'est un modèle qui est extrêmement rare et luxueux, là. Et ça attirait, veut pas, l'attention sur leur passage. Et ça, c'est fou parce que ce véhicule-là a été aperçu par plusieurs polices sur les routes, mais ils ne savaient pas que c'était Charles et Caroline qui étaient à bord. Donc, les agents étaient seulement impressionnés par le véhicule et intrigués, mais ils ne savaient pas que c'était les deux personnes qu'ils recherchaient. Donc, à un certain point, ben là, ils vont se rendre compte là, que la voiture, elle attire l'attention. Donc, Charles va décider de changer de voiture afin de passer davantage inaperçu. Ils vont donc décider d'abandonner le véhicule, la Packard, près de la sortie qui menait à Ayers Natural Bridge, parce qu'à ce même endroit, ils vont apercevoir Merle Collinson, un vendeur de chaussures de 37 ans, originaire de Great Falls au Montana, qui était stationné en fait sur le bord de la route en train de faire une sieste. Et à ce moment-là, ben Charles va s'approcher du véhicule, il va frapper à la fenêtre pour réveiller l'homme, puis dès que celui-ci va ouvrir les yeux, il va tirer à travers la vitre latérale en lui ordonnant de sortir de la voiture immédiatement. Et là, comme Collison ne réagit pas, sous le choc et complètement, il vient de se réveiller, là, ben Charles, il va tirer à plusieurs autres reprises sur l'homme et il va malheureusement décéder. Et là, tout ça se passe très vite et au même moment, il y a Joe Sprinkle,
un agent foncier pour la compagnie pétrolière Sinclair qui va arriver sur les lieux. Et en voyant deux voitures arrêtées sur le bord de la route, Sprinkle, qui est un bon samaritain, va proposer de leur venir en aide. Mais lorsque Sprinkle va apercevoir le corps sans vie d'un homme à bord d'une des deux voitures, il était déjà trop tard. Du moins, c'est ce qu'il a cru à ce moment-là, en réalisant au même moment que l'homme devant lui était nul autre que Charles Starkweather, le fugitif recherché par les autorités. Celui-ci avait malheureusement déjà sorti un couteau de sa poche et à ce moment-là, Sprinkle savait que s'il ne tentait pas de se défendre, qu'il allait lui aussi finir comme toutes ses autres victimes. Sprinkle, qui mesurait environ 6 pieds, avait un avantage physique sur Charles, qui, on se souvient, était beaucoup plus petit. Il s'est donc mis à lutter avec lui pour le fusil. Et là, par miracle, pendant que les deux hommes se battaient, le shérif adjoint du comté de Natrona, donc William Romer, passait par là et en arrivant sur place, en sortant de son véhicule pour comprendre ce qui se passait, Caroline va sortir de la voiture et va partir à courir vers lui en détresse et en criant « Aidez-moi, il va me tuer, il est fou, il vient de tuer un homme, aidez-moi ». Et à ce moment-là, Charles va réaliser la trahison de Caroline et va sauter à bord de la Packard et va faire demi-tour et reprend la route en direction de Douglas. Tout ça, là, ça se passe en une fraction de temps. Et le shérif Romer, lui, va rester sur place avec Caroline, là, qui venait d'identifier l'homme en fuite comme étant Charles Starkweather. Et il va rapidement appeler des renforts par radio. Donc, le chef de la police de Douglas, Bob Hensley, et le shérif du comté de Converse, Earl Eflin, vont installer immédiatement un barrage routier près des limites de la ville de Douglas. Et lorsque Charles Starkweather va le traverser sans même s'arrêter, un des deux va se lancer à sa poursuite à plus de 160 km/h à travers le centre-ville de Douglas, alors que l'autre va lui tirer par la fenêtre. Et finalement, une balle va finir par fracasser la vitre arrière de la Packard que conduit Charles, ce qui va projeter des éclats de verre partout. Et à ce même moment-là, Charles Starkweather va freiner soudainement et va immédiatement immobiliser la voiture et va sortir complètement paniqué par le sang qui lui coulait au visage. Et plus tard, lorsqu'on va demander aux autorités pourquoi Charles Starkweather s'était rendu, Eflin va répondre, et je le cite, « Je suppose qu'il croyait qu'il était en train de se vider de son sang. C'est le genre de lâche qu'il est. » Parce qu'en effet, sa blessure était vraiment superficielle et en réalité, les éclats de verre avaient simplement entaillé le lobe de son oreille et sa main droite. Et toute sa vie, Charles va soutenir que s'il ne s'était pas fait attraper, il ne se serait jamais fait arrêter. Permettez-moi d'en douter, là, honnêtement. Et de son côté, la jeune Caroline Fugate sera elle aussi arrêtée et amenée au poste de police. Et les deux seront finalement transférés du Wyoming au Nebraska parce qu'ils croyaient que leur sort serait mieux dans leur état natal. Ce qui est vraiment ironique là, parce que, selon ce que j'ai lu, ils auraient été mieux de rester dans le Wyoming parce qu'à ce moment-là, les exécutions étaient suspendues alors que dans le Nebraska, elles ne l'étaient pas. Et une fois arrivés au Nebraska, Charles et Caroline vont être interrogés séparément par les autorités et chacun va devoir faire face seul à la gravité des actes qu'ils auront commis. Au départ, Charles présente son récit tel que je vous l'ai raconté. Il tente même de déculpabiliser Caroline et va même jusqu'à affirmer qu'il l'avait kidnappée. Mais au fil du temps, sa version va évoluer et il commence à impliquer soudainement Caroline dans les crimes qu'il a commis, et ce jusqu'au procès où il finit par rejeter presque l'entièreté de la responsabilité sur l'adolescente
qu'il présente comme une complice consciente et consentante lors des meurtres. De son côté, lors de son interrogatoire avec les enquêteurs, Carol Fugate raconte une toute autre version. Elle se présente comme une simple victime manipulée et terrorisée sous l'emprise totale de Charles, qu'elle décrit comme un homme violent et contrôlant. Elle va maintenir cette même version tout au long du procès et pour le reste de sa vie. Elle va entre autres affirmer avoir agi par peur pour sa propre vie, mais également pour celle de sa famille. Et ce léger détail intrigue tout de suite les enquêteurs parce que, en effet, lorsqu'elle raconte son récit suite à son arrestation, elle affirme être restée par peur que Charles la tue et qu'il aille ensuite tuer sa famille. Mais ça, c'est un détail qui intrigue les policiers parce qu'on se rappelle, à ce moment-là, la famille de Carol est déjà morte. Et ce détail-là va donc laisser planer un doute sur la connaissance réelle de Carol sur les événements, malgré qu'on sait qu'elle a habité pendant 7 jours au domicile après les meurtres de sa famille. Les enquêteurs se demandent comment c'est possible si elle ne les a pas vus pendant 7 jours, alors que plusieurs témoins affirment qu'elle était au domicile et qu'elle s'en occupait de sa famille malade, là. Donc, tout ça, ça reste vraiment nébuleux. Et c'est vraiment comme la version de Charles contre la version de Carol. Et aussi, comme je l'ai mentionné au début de l'épisode, selon la chronologie des événements, c'était également presque impossible que Charles ait eu le temps là, de nettoyer l'entièreté de la scène de crime avant l'arrivée de Carol de son retour à l'école. Donc, la théorie la plus plausible, selon les enquêteurs à l'époque, ce serait que Carol aurait aidé à dissimuler les corps de sa mère, de son beau-père et de sa petite sœur, violemment poignardés pour ensuite vivre dans la maison, comme je viens de vous l'expliquer. Lors de son interrogatoire avec les policiers, Carol va reconnaître avoir été présente lors de la plupart des meurtres et elle admet aussi avoir vécu dans la maison familiale pendant 1 semaine après les meurtres, sans savoir qu'ils avaient eu lieu. Elle continue toutefois de nier l'existence des meurtres, mais son témoignage va rester nébuleux, entre autres parce que celui-ci est incohérent avec celui de sa sœur Barbara, qui raconte que Carol était visiblement troublée lors de sa visite au domicile. Une interprétation qui laisse sous-entendre qu'elle était en connaissance de cause à ce moment-là. Et tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire qu'elle aurait pu demander de l'aide à ce moment-là, mais en même temps, tu sais, on n'a pas tout le contexte et c'est possible qu'elle ait eu peur là, pour sa vie pour de vrai à ce moment-là. Et ça, je tiens à le dire parce que si elle était sous l'emprise d'un homme violent, c'est le genre de réaction à prendre en considération parce qu'il y a beaucoup de victimes qui se sentent impuissantes et qui ne savent pas comment réagir. D'un point de vue externe, ça peut sembler logique à ce moment-là de demander de l'aide à sa sœur, mais elle avait peut-être peur pour sa sœur, et elle avait peut-être peur pour sa vie. Tu sais, on ne sait pas, Charles, il est où à ce moment-là? Il est-tu à côté d'elle, derrière la porte, puis il a un fusil dans les mains, tu sais? Fait que tout ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est ces 2 versions des faits qui, malheureusement, vont se contredire beaucoup et malheureusement, on ne saura pas avec exactitude ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Cette version des faits racontée par Carol, elle soulève donc plusieurs questions, tant pour les enquêteurs que pour le public, qui peinent à situer Carol dans ce drame. Est-ce qu'elle était une victime impuissante et sous l'emprise d'un homme violent, ou avait-elle participé volontairement aux violences orchestrées par son petit ami? Et toutes ces contradictions-là, ça laisse planer un doute. Et selon moi, il semble probable qu'elle ait peut-être eu connaissance de ce qui s'était passé, mais qu'elle n'ait pas été en mesure d'affronter l'ampleur de l'horreur. Tu sais, elle avait 14 ans, Charles en avait 19. Tout ça, c'est à prendre en considération. Et malheureusement pour elle, si la version des faits qu'elle raconte est exacte, ça va convaincre personne à l'époque et encore aujourd'hui, les gens ont des doutes. Le juge en charge de l'affaire, Harry Spencer, va accorder aucun crédit à ces déclarations, les jugeant complètement fausses et absurdes. Parce que selon lui, elle n'aurait pas été une véritable otage, là, comme elle le dit, parce qu'à plusieurs moments, elle aurait pu s'échapper, s'enfuir ou demander de l'aide,
mais elle ne l'a pas fait. Cependant, vous me connaissez, là, c'est important pour moi d'apporter une nuance que je trouve importante, qui a peut-être pas été amenée à l'époque, là, parce que à seulement 14 ans, Carol Ann, elle n'était pas en mesure de prendre des décisions pleinement réfléchies vis-à-vis d'un homme de 19 ans qui l'avait plongée dans une situation où son jugement d'adolescente pouvait être brouillé par la peur, l'influence, la manipulation. Et à l'époque, la documentation et les études sur ce type de manipulation étaient très limitées encore et les mécanismes de l'emprise psychologique restaient largement méconnus. Et selon moi, sans pour autant la disculper complètement, ce serait injuste de réduire son comportement au simple fait qu'elle aurait eu plusieurs opportunités de fuir. Là. On en a déjà parlé, mais on ne sait jamais comment une victime réagit en situation de danger. Donc, si elle est réellement une victime, il se peut qu'elle est figée par la peur, tu sais. Fait que je pense que tout ça, c'est à garder en tête. Et pas seulement ça, est-ce qu'elle était réellement libre de fuir? Parce que peut-être qu'elle avait peur, peut-être que Charles la menaçait, puis peut-être que pas non plus. Et tout ça, malheureusement, on ne le saura jamais avec certitude, mais je trouve que c'est intéressant de se poser la question. Pour sa part, l'avocat de Charles présente au jury un plaidoyer émouvant, invoquant la pitié de son client qu'il décrit comme un homme en qui il se reconnaît. Puis là, dans mon script, j'ai mis plein de points d'interrogation là, parce que je ne sais pas qui serait fier de dire qu'il se reconnaît en Charles. Mais bon, il soutient que Charles est le produit d'une société malade et que ce sont les circonstances sociales qui l'ont poussé à agir ainsi. Il conclut aussi en affirmant que Carol Ann Fugate devait recevoir la même peine que Charles, tout en suppliant le jury d'épargner la vie de son client qui risquait la peine de mort. Et malgré ce plaidoyer touchant, et là, c'est vraiment sarcastique de ma part, là, le jury déclare en moins de 24 heures leur décision et Charles Starkweather va être reconnu coupable et sera condamné à la peine de mort pour le meurtre de Robert Culvert, sa première victime, soit le caissier abattu dans les bois le 1er décembre 1957. Ce sera malheureusement le seul crime pour lequel il sera jugé, quoique sa peine et sa condamnation sont maximales. Et j'ai pas d'autres détails par rapport à ça, mais je pense que c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de preuves pour les autres meurtres et qu'ils voulaient absolument qu'il soit jugé de peine de mort. Donc, pour être certain qu'il soit exécuté, ils ont tout misé sur le meurtre de Robert Culvert, qui pendant longtemps d'ailleurs est resté un cold case. L'exécution de Charles Starkweather sera repoussée à 4 reprises. Par exemple, le 22 mai 1959, à seulement 1h30 de l'exécution prévue, celle-ci va être annulée par son père, qui, paniqué à l'idée de perdre son fils, avait passé la nuit à contacter les autorités fédérales en essayant d'obtenir un sursis, là, si on veut, là, pour empêcher l'exécution. Toutefois, malgré tous les efforts de son père, Charles va être électrocuté à la chaise électrique le 25 juin 1959 et selon les médecins présents, il serait officiellement décédé d'une crise cardiaque quelques minutes avant l'électrocution. Charles Starkweather va être enterré à Lincoln dans le même cimetière que certaines de ses victimes, notamment le couple Ward, ainsi que Velda, Marianne et Betty Jean, la famille de Carol Ann. Et personnellement, là, je l'aurais vraiment enterré ailleurs, là, tout seul. Là. Il ne mérite pas d'être avec ses victimes. Je trouve que, d'ailleurs, ça manque énormément d'empathie et de délicatesse là, pour les familles endeuillées, mais aussi pour les victimes, là. Et de son côté, Carol Ann Fugate va être condamnée à la prison à perpétuité pour son rôle dans les crimes. Le juge va avoir choisi d'être un peu plus clément avec elle, compte tenu de son âge au moment des faits et de l'influence considérable que Charles exerçait sur elle. Finalement, elle aurait bénéficié d'une libération conditionnelle à l'âge de 33 ans
et mènerait depuis une vie plus que discrète. On sait cependant qu'elle a travaillé comme concierge médicale et qu'elle s'est mariée en 2007 et qu'elle réside désormais dans le Michigan où elle n'a pas fait de déclaration publique sur les événements depuis de nombreuses années. Pour conclure, un fait que je trouve intéressant, c'est que la folie meurtrière du couple de Charles Starkweather et de Carol Ann Fugate va avoir profondément marqué la culture populaire de l'époque en influençant plusieurs œuvres qui explorent la violence, la manipulation et la psyché humaine. Et là, à quelques reprises dans l'épisode, je viens de leur dire aussi, là, je dis le couple de Charles et Carol Ann. Ça reste toutefois ambigu à savoir s'ils étaient un couple ou non au moment des meurtres commis. Toutefois, j'ai employé le terme parce que dans plusieurs de mes sources, c'était ça qui était inscrit, mais selon quelques versions, Carol Ann, elle disait qu'elle avait tenté de se séparer, là, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, est-ce qu'ils étaient ensemble à ce moment-là? Oui, non, peut-être. Donc, c'est ça. Et bien qu'il soit un peu moins connu que certains autres couples meurtriers célèbres, l'histoire de Charles Starkweather et Carol Ann Fugate reste, selon moi, l'une des plus fascinantes à analyser parce qu'elle mêle violence conjugale, crime passionnel, santé mentale, emprise psychologique et meurtre en série. C'est une histoire avant tout tragique, certes, mais qui a véritablement inspiré le cinéma et qui continue de captiver le public, en grande partie grâce à son côté mystérieux, ses débats psychologiques et ses enjeux moraux. Tu sais, par exemple, au cours de mes recherches, là, j'ai écouté plusieurs podcasts, j'ai lu plusieurs articles et sachez que chaque fois, là, c'est raconté d'une façon un peu différente. Des fois, Carol Ann est vraiment dépeinte comme une criminelle. Dans d'autres versions, elle est décrite comme une victime. Puis je pense que ça reflète encore une fois le côté complexe de l'affaire. Personnellement, j'essaie encore de me faire une idée là, de ce que je pense réellement. Et j'ai essayé de rester le plus neutre possible, mais je dois avouer que c'est quand même difficile là, parce qu'il y a une partie de moi qui pense que certainement qu'elle a été manipulée là, puis qu'elle a été une victime de Charles, étant donné son âge, là, mais la théorie selon laquelle elle aurait tué Carole King, je pense que ça se peut aussi. Puis je pense que ça se peut que ce soit elle. Tu sais, c'est pas impossible. Et le fait aussi qu'elle ne savait pas que sa famille était morte, on dirait que ça aussi, j'y crois pas non plus. Puis, tu sais, est-ce qu'elle avait vraiment laissé Charles? Parce que ça aussi, c'est pas prouvé, tu sais. Fait il y a plein d'affaires qu'on saura malheureusement jamais. Et donc, je termine en vous posant la question. Est-ce que, selon vous, Carol Ann Fugate était une victime ou plutôt une complice dans les meurtres en série commis par Charles Starkweather? C'est un débat qui dure encore aujourd'hui et j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Parce que pour ma part, je suis vraiment mitigée. Et sinon, j'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire et que ma façon de la raconter vous a plu encore une fois. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je regarde mes statistiques là, dernièrement. J'ai vu il y a plein de nouveaux auditeurs, il y a des nouveaux abonnés. Je vois que vous écoutez les épisodes au complet aussi. Ça me touche tellement la gang, là, vous n'avez pas idée à quel point, tu sais, Mockshot, c'est un projet qui me passionne énormément et ça paraît peut-être pas, mais je mets énormément de temps. Chaque épisode, là, c'est beaucoup de temps, beaucoup de recherche et même si j'adore ça, faire ça, de savoir qu'il y a des gens qui m'écoutent, pour moi, c'est la plus belle récompense. Puis c'est vraiment, vraiment apprécié d'avoir votre soutien à travers ce projet-là qui me touche beaucoup. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode pour encourager le podcast, je vous invite à me laisser la note de 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, que ce soit Apple Balado, Spotify. Je pense que même Amazon, vous pouvez me laisser un review. Donc, je vous invite à le faire. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité et évidemment, ça me fait toujours très plaisir. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Mockshot. Bye!